Bonjour à tous et bienvenue dans Sinosphère, votre magazine consacré à la Chine. Ils seront près de 250 millions en 2025 et ils représenteront 30% de la population en 2050. Ils, ce sont les plus de 60 ans, les seniors comme on dit. En Chine, comment vivent les personnes âgées, qui s'en occupent et 4 générations sous un même toit, est-ce toujours le cas dans la Chine d'aujourd'hui? C'est la question que je vais poser à mes invités dans un instant, mais tout de suite, c'est le sommaire de Sinosphère. 4 générations sous un même toit. Que reste-t-il aujourd'hui du modèle familial traditionnel? Conséquence de la politique de l'enfant unique, la population chinoise vieillit. Comment la société s'adapte-t-elle à cette nouvelle donne démographique? Les structures familiales traditionnelles peuvent-elles résister à la modernisation du pays et au changement de mentalité? Et l'Occident se rapproche, influence du mode de vie occidental. Les enfants sont indépendants à 18 ans, et aussi maintenant, les jeunes ont envie d'être autonomes. Quand les enfants quittent le cocon familial, leurs parents et grands-parents doivent se résigner à vivre seuls. Comment financent-ils leur retraite? Existe-t-il des infrastructures pour accueillir ceux qui deviennent dépendants? J'ai un problème au pied. Mes enfants travaillent tous, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi. Mais on ne voulait pas prendre une aide à domicile. Alors j'ai choisi de venir vivre ici. Quelle sera la place des seniors dans la Chine du XXIe siècle? Et nous voilà de retour sur le plateau de Sinosphère au musée Guimet en compagnie de mes deux invités. Aurore Chou, bonjour. Vous êtes avocate associée au cabinet Acléa. Vous allez justement nous parler de la relation que vous entretenez avec vos parents, avec vos grands-parents. Quel est le modèle dans votre famille? Et peut-être qu'on pourra comparer les modèles entre la France et la Chine. À vos côtés, Jean-Charles Dehaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout juste de retour en France après avoir passé près de 5 ans en Chine. Vous avez notamment dirigé un projet européen sur la sécurité sociale en Chine. On parlera évidemment de la question épineuse des retraites. Et aujourd'hui, vous travaillez à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs, tout un programme, et vous êtes en charge des questions du mieux vieillir et de la prévention de la dépendance, deux thèmes qu'on va évidemment analyser, mais dans un contexte chinois. Alors avant cela, on va regarder ensemble un reportage signé Séverine Bardon et Gaël Caron. Pétard et voiture rouge, robe blanche et costume européen. Le mariage de Wang Chuanlong et Chang Kun est un beau mélange de traditions chinoises et d'influences occidentales. Une centaine d'invités se pressent pour le dîner et la soirée organisée par les jeunes mariés. Ce soir, les coutumes sont respectées, à la grande joie de la mère de Chuanlong. C'est un gentil gamin. Il nous a écoutés pour organiser la soirée. On a respecté la tradition. L'heure est aux réjouissances et à l'émotion. Mais la grand-mère de Chuanlong sait aussi que cette fête marque le jour où son petit-fils les quittera. J'ai toujours habité avec mon petit-fils, mais maintenant il va vivre sans nous. Il va partir. Jusqu'à présent, la famille était une belle illustration de la tradition chinoise. 3 générations sous un même toit. Mais les modes de vie évoluent et les jeunes mariés vont prendre leur indépendance. Avec, pour Chuanlong, un petit pincement au cœur. J'ai pas envie de quitter mes grands-parents. Ils sont vieux aujourd'hui. Ma grand-mère a eu 80 ans cette année et mon grand-père les aura bientôt. Mais quand j'étais petit, c'est eux qui se sont occupés de moi. On est très liés. Je les oublierai jamais, j'irai les voir souvent, c'est sûr. L'image d'Épinal du 3e âge chinois, la voici. Séance de tai chi dans les parcs au petit matin. Exercice physique pour entretenir la souplesse ou l'agilité. Jeu d'échecs, de cartes ou de mahjong. Au milieu de cette joyeuse agitation, des enfants en bas âge, couvés par leurs grands-parents. La famille Wang n'a pas échappé à ce modèle traditionnel. Les grands-parents ont élevé leur petit-fils. Maintenant que Chuanlong est adulte, le couple savoure sa retraite avec un emploi du temps très rempli. Le matin, je vais au parc promener les oiseaux. Ensuite, je rentre déjeuner, je fais une sieste. Et l'après-midi, je joue aux cartes. Et puis le soir, je regarde la télé.
Les Wang profitent pleinement de leur retraite. Mais comme l'explique Du Peng, directeur d'un institut de gérontologie à Pékin, la société chinoise est en train de changer. D'un point de vue social, on remarque une évolution des liens à l'intérieur des familles. Aujourd'hui, un tiers des personnes âgées ne vivent pas avec leurs enfants. Du coup, se pose la question du rôle des personnes âgées. Avant, elles s'occupaient des enfants. Elles avaient de nombreux échanges avec les plus jeunes. Mais maintenant, on constate des problèmes de solitude, d'isolement. Chez les Wang, c'est l'arrivée en ville qui a entraîné la dispersion de la cellule familiale. Mais grâce à leurs revenus confortables, ils ont trouvé une astuce pour continuer à prendre tous leurs repas ensemble. Avant, on habitait une cour carrée à la campagne. On vivait tous ensemble. Mais en 2002, on a acheté 2 appartements ici, un en haut, l'autre en bas. Comme ça, on peut s'occuper des parents. C'est agréable de vivre dans un immeuble, on a plusieurs pièces dans les appartements. On ne pouvait plus vivre tous ensemble, mais il fallait quand même qu'on prenne soin de nos parents. Le grand-père travaillait pour le gouvernement. Sa femme était ouvrière dans une usine d'État. Privilégié par le système, ils touchent aujourd'hui une retraite confortable, près de 3 000 yuan par mois. Même leurs soins médicaux sont pris en charge. Il y a une carte pour les soins. Je ne l'ai pas encore faite, mais une fois qu'on l'a, on peut aller à l'hôpital et on est remboursé. Dans quel hôpital? Dans les hôpitaux indiqués, Et on est remboursé de combien? 85%. Les personnes âgées comme les Wang sont une nouvelle cible pour les publicitaires. Leur pouvoir d'achat élevé et leurs dépenses de santé attirent les marques chinoises qui entendent profiter de ce marché en plein essor. Les pubs visant le troisième âge sont légion. Celles vantant les mérites de médicaments envahissent les écrans. Pourtant, rares sont les seniors à connaître un sort aussi enviable. En Chine, le système des retraites est récent et reste inégalitaire. Lu Chuan, spécialiste de la sécurité sociale chinoise, révèle un fonctionnement à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, il y a 4 grands systèmes de retraite. Pour tous les gens qui travaillent dans des entreprises, d'État ou privées, qui ont des contrats de travail, il n'y a plus de distinction. Ils sont tous regroupés dans un système. On met à part les fonctionnaires, ceux du gouvernement, ceux qui travaillent dans l'enseignement ou dans les hôpitaux. Ils ont eux aussi un système différent. Il y a un système dans les campagnes pour tous les paysans. Et depuis l'an dernier, on a mis un autre système à l'essai pour les travailleurs indépendants. Dans ce modèle à 4 étages, les paysans sont les plus défavorisés. En zone rurale, la retraite financée par l'État n'est que de 55 yuan, à peine 6 € par mois. En Chine, la place des personnes âgées dans la société et le financement des retraites deviennent des questions cruciales. Le pays vieillit à grande vitesse. En 2050, il comptera 440 millions de personnes âgées. Alors, Howard Chu, on vient de regarder ce reportage donc sur la place des seniors, le rôle des familles. Comment ça se passe, vous, dans votre famille? Alors aujourd'hui, vous êtes en France, mais vous êtes plutôt dans un schéma, on va dire, tout le monde, les 4 générations sous un même toit, ou un petit peu tous éparpillés? Malheureusement, on est tous un peu éparpillés, bien que moi, j'ai vécu l'ancien modèle, 4 générations sous le même toit. Et c'est par la force des choses, mais je pense que ce n'est pas une mauvaise évolution dans la mesure où c'est un nouvel équilibre qu'on cherche à atteindre et c'est très bien pour chaque génération. Donc un nouvel équilibre, Jean-Charles Dehaye, donc vous avez travaillé notamment sur la question des retraites, on y reviendra évidemment. Un nouvel équilibre, qu'est-ce qu'on peut dire sur finalement le rôle des personnes âgées en Chine? Est-ce qu'ils sont finalement plus au cœur des familles, même si on voit que les modèles évoluent, dans le rôle de l'éducation des petits-enfants? Finalement, ils sont beaucoup plus actifs qu'en France? Je dirais que les modèles évoluent en ville, ce qui ne représente pas encore la moitié de la population chinoise. Ils n'évoluent pas tant en campagne. Donc on a encore beaucoup de grands-parents à la campagne qui gardent les petits-enfants pendant que les parents vont travailler en ville. Et puis il reste une tradition confucéenne de transmission des savoirs, de la morale et même des biens entre les générations. Et ça explique que la couverture sociale en Chine ne se soit pas développée de façon importante, qu'aujourd'hui la sécurité sociale
malgré la loi du 28 octobre 2010 auquel le projet a participé, eh bien, la sécurité sociale n'est pas généralisée parce que les gens épargnent beaucoup. Et ils épargnent en particulier en vue de la retraite. Alors justement, au Horchu, on sait que la Chine est un des pays qui a le plus fort taux d'épargne. Ça veut dire que les personnes âgées en fait, ne doivent compter que sur leur propre force, c'est-à-dire l'épargne uniquement encore aujourd'hui. Oui, et j'ajouterais que pour la modernisation, l'épargne et l'investissement, moi je suis étonnée parce que de cette activité d'investissement des personnes âgées, parce qu'ils sont un peu la proie de nouveaux services banquiers qui tournent autour d'eux pour investir dans différents secteurs. Oui, les nouvelles cibles commerciales. Nouvelles cibles commerciales, et du coup, il y a les deux, il y a l'épargne et l'investissement. Alors, des cibles de la consommation, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Est-ce qu'on a peut-être une idée aujourd'hui de la moyenne avec laquelle vivent un couple qui est à la retraite en Chine, à Pékin, hein, parce qu'évidemment, encore une fois, entre les villes, les campagnes… L'embêtant, c'est que Pékin n'est vraiment pas représentatif. Quand vous parlez d'un couple, est-ce que c'est un couple âgé ou actif? Je dirais que le salaire d'embauche, pour donner une fourchette basse, si vous voulez, est d'environ 3 000 yuan pour un étudiant diplômé. Le salaire de fin de carrière d'un fonctionnaire, rarement supérieur à 6 000 yuan. Donc entre les deux, vous 6 000 yuan, donc environ 600 euros. Voilà. Mais ce qui est important de voir, c'est que le gouvernement chinois nous a demandé, et précisément en ce moment, une délégation chinoise est à la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour étudier ce sujet, nous a demandé de voir quels seraient les services nécessaires aux personnes âgées qui leur permettent de rester à domicile. Pourquoi? Parce que les entreprises d'État qui assuraient la couverture sociale assuraient le logement. Et au moment de la réforme de Deng Xiaoping, ces logements étaient vendus à des prix tout à fait compétitifs à leurs occupants. Donc aujourd'hui, les personnes âgées sont souvent propriétaires d'un logement à Pékin qui a une grosse valeur. Donc les personnes âgées qui en fait étaient employées elles-mêmes des entreprises d'État. Et ces personnes âgées sont dans des communautés, et le phénomène des communautés à Pékin est extrêmement important pour l'aide aux personnes âgées, ces communautés offrant tous les services que nous nous efforçons d'organiser, d'évaluer, de distribuer à travers l'activité de la Caisse nationale de vieillesse. Mais alors donc, effectivement, donc, il y a finalement une vieillesse, encore une fois, à deux vitesses ou à multiples vitesses, hein, c'est souvent le cas en Chine. Au Horchu, est-ce que vous avez peut-être, quand on voit dans les campagnes, justement, comment ces personnes âgées vivent-elles? Là, il y a aucun… Est-ce qu'elles ont un filet? Est-ce qu'il y a un… Comment est-ce qu'elles vivent? C'est uniquement l'épargne? Je dirais il y a aussi la solidarité familiale et quand il y a toute une tradition de prendre soin de soi, de prévention. Et je dirais que pour une personne on ne considère pas uniquement les… Enfin, ce qui est important, ce n'est pas que les soins médicaux. Il y a tout le reste, le contexte familial, social. Et à la campagne, c'est vrai qu'il y a moins de soins médicaux, mais il y a plus de contacts entre les membres de famille. Même si pourtant, on voit quand même plus de 20 millions de travailleurs migrants. Donc finalement, les grands-parents se retrouvent avec leurs enfants qui partent à la campagne. Ils se retrouvent finalement un peu seuls, non? Ça, c'est vrai. C'est un phénomène assez préoccupant. Et il y a des villages entiers où il n'y a plus que les très jeunes et les très âgés. Voilà. Donc les grands-parents qui s'occupent des enfants. Et donc, Jean-Charles Dehaye, j'imagine, dans ce cas-là, les revenus, c'est les enfants partis qui… Les enfants partis qui sont… Oui. Mais je trouve que le point que vous soulignez est extrêmement important. La tradition chinoise, c'est la prévention, c'est-à-dire le maintien des personnes âgées comme actifs dans la société, par exemple pour garder les petits-enfants, mais ils ont en même temps un lopin de terre, ils ont une activité. En France, le modèle cherche à s'inspirer finalement de cette prévention qui a de multiples dimensions. Prévention des accidents domestiques, prévention de la perte d'autonomie avec les exercices qu'on a vus dans le reportage, prévention de la désocialisation et de l'isolement, ces clubs de dames, etc., qu'on a vus dans les parcs de Pékin. Tous ces acteurs de prévention expliquent, que la moyenne d'âge, que l'espérance de vie en Chine augmente, et que les personnes âgées ont un rôle social
qui est très positif, enfin plus positif, et c'est un peu l'idée de la politique actuelle de la CNAV. Donc en France, on s'inspirerait du modèle chinois, mais Oui. on va voir aussi qu'en Chine, on s'inspire à des modèles finalement qu'on trouve un petit peu partout, avec notamment, on va voir un reportage sur les maisons de retraite en Chine. Série historique à la télévision, jeux de cartes bien en main, ce couple d'octogénaires se prépare à une paisible après-midi. On pourrait les croire dans leur salon. Depuis quelques mois, ils vivent en fait dans une maison de retraite de la banlieue pékinoise. Nos enfants sont occupés. L'une de nos filles vit à l'étranger et l'autre travaille beaucoup. En plus, elle a un enfant d'une dizaine d'années. Moi, dès que je tombais malade, je ne pouvais plus rien faire à la maison. Et ma fille ne pouvait pas tout gérer. On ne voulait pas être un fardeau pour elle. Elle était tellement occupée. C'est nous qui avons pris la décision de partir de chez elle. En plus, on avait les moyens de payer. Alors, on a décidé de venir ici. La directrice de l'établissement veille sur ses 70 pensionnaires. Tous sont suffisamment aisés pour payer une pension mensuelle de 300 € par personne, près de 3 fois le salaire minimum chinois. Pourtant, Madame Liu prévoit déjà de s'agrandir. Il faut qu'on continue à se développer. Il faut qu'on ait davantage de lits dans les maisons de retraite. Il faut aussi augmenter le nombre de personnes bien formées pour travailler ici. Nous sommes dans un secteur économique qui a une véritable utilité sociale. Au-delà des logiques économiques, les maisons de retraite chinoises doivent aussi, pour se développer, faire tomber certaines barrières culturelles. Madame Wang, placée ici par ses enfants, n'a pas l'air très heureuse de son sort. C'est vrai que ça ne correspond pas au mode de vie traditionnel d'être dans une maison de retraite. Il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Dans ma famille, ça va. Mais dans mon unité de travail, il y a des gens qui m'ont dit « Quoi ? Tu vas vivre en maison de retraite ?» Il y en a que cela choque encore. Aujourd'hui, la Chine ne compte qu'un lit pour 10 octogénaires. La plupart des maisons de retraite sont situées dans les grandes villes. Elles sont souvent privées et inaccessibles pour les Chinois les moins fortunés. Alors, on vient de voir donc ces maisons de retraite qui ne passent pas toujours, qui ne sont pas encore vraiment ancrées dans la tradition, dans la vie en Chine. Est-ce que vous pourriez concevoir un jour de placer vos parents en maison de retraite ? C'est une question que je me pose de temps en temps, mais heureusement, je pense que j'ai encore une 10-20 années devant moi. Mais je pense que pour vraiment la grande vieillesse, vraiment la fin où la personne a besoin de soins, je pense que c'est justifié. C'est ce qui est arrivé à ma grand-mère, vraiment la dernière année de sa vie, où en fait les membres de la famille n'est plus compétent. On est pour que la personne puisse terminer la vie dans la dignité. Et donc là, je pense que c'est justifié aussi bien pour la personne âgée que pour son entourage. Que pour les familles. Oui, oui. Mais Jean-Charles Dehaye, on vient voir finalement un lit pour 10 octogénaires en Chine. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que la maison de retraite, c'est vraiment pour une minorité encore de la population. On trouve le même phénomène en Europe. C'est-à-dire que les lits des maisons de retraite progressivement ont été médicalisés pour accueillir la dépendance. C'est-à-dire les personnes qui, étant lourdement dépendantes pour leurs soins, etc., sont obligatoirement dans l'institution. Mais la politique, en France comme en Chine, et je vous dis, on a des échanges fréquents et on reçoit encore une délégation, c'est de maintenir au domicile. Pourquoi ? Parce que ce maintien au domicile conserve les liens sociaux, conserve les habitudes de vie, permet la prévention au domicile des accidents domestiques en aménageant le logement, permet aussi la prévention économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troubles dans l'organisation économique des personnes. Et donc la politique, en France comme en Chine, c'est le maintien à domicile. Et il se trouve qu'en Chine, les choses sont plus faciles, c'est peut-être pas le mot, mais enfin possibles, à cause de ce phénomène des communautés. Les communautés qui sont des quartiers que vous avez vus à Pékin, entourés d'un mur et dans lesquels on trouve tous les services. Donc c'est des quartiers pour les personnes, âgées. Non, justement, parce que c'était au départ pour les travailleurs des entreprises d'État qui sont restés sur place quand ils ont eu l'opportunité. Donc c'est les communautés d'une même unité de travail en fait. D'une même unité de travail qui accueille aujourd'hui 2 voire 3 générations. Mais alors justement, la question de rester à domicile, on vient de le voir, c'est tout un peu l'enjeu de ce reportage, c'est de voir que finalement les modèles aussi évoluent, que les jeunes ont aussi envie de prendre leur indépendance. Donc il y a
Horchou, il y a finalement d'un côté la volonté du maintien à domicile, et puis peut-être aussi d'avoir des nouveaux, peut-être plus d'indépendance aussi des jeunes vis-à-vis de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais je dirais que là, on rentre dans des cas particuliers de chacun. Il faut voir la possibilité de l'organisation de vie de chacun. Mais sinon, je suis d'accord avec vous que le maintien en famille, c'est un idéal. Après, il y a la personnalité de chaque membre de famille, etc. Parce que la personne âgée, il y a encore un autre rôle qu'il joue, c'est la transmission des valeurs, la transmission d'un savoir-faire. Il y a énormément de choses que, si on n'a pas une personne âgée à la maison, seraient perdues. Voilà, parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'apprend pas à l'école aussi. C'est toute la question de la transmission et du lien. Je lisais en revanche qu'il y a un taux de... Alors on parlait de la place des personnes âgées en Chine, a priori peut-être plus enviable que celle des personnes âgées françaises. En revanche, ce qu'on voit, c'est quand même un taux de suicide chez les 70-74 ans en forte augmentation, justement parce que les mutations de la société, les enfants qui n'ont plus forcément envie de... selon vous, c'est un phénomène inquiétant ou c'est encore quelque chose de vraiment marginal? C'est un phénomène qu'il faut regarder comme les statistiques chinoises. C'est-à-dire que c'est sûrement vrai puisque c'est officiel. Mais disons que ça cache différents phénomènes. Ça cache d'abord l'isolement des femmes seules à la campagne. Voilà, c'était vraiment un taux de suicide chez les personnes âgées. Pas les taux de suicide qu'on connaît traditionnellement chez les femmes à la campagne. C'était vraiment se dire que c'était nouveau, quoi. Et le suicide chez les personnes âgées existe dans tous les pays, probablement largement à cause de l'isolement. D'où cet intérêt de la France pour les formules qui sont expérimentées ailleurs, d'un maintien de la personne âgée dans son contexte social, parce qu'elle garde ses liens avec la famille, avec les amis, avec les camarades de l'usine, etc. Et donc ça est un facteur certainement important, avec le facteur culturel que vous avez souligné. Et je trouve important, en effet, de dire que la place des personnes âgées en Chine reste positive, alors qu'elle est en France quelquefois un peu caricaturale, pour ne pas dire négative. Voilà, positive avec Horchou. Le suicide, je pense que c'est juste une réflexion que j'ai avec vous, c'est que certaines personnes âgées, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vivent à une période sans précédent de conflit de valeurs. C'est-à-dire que les générations d'avant, personnes âgées, il n'y avait pas de conflit de valeurs. Donc, ces personnes, au fait, c'est plutôt un mal-être psychologique et moral avec les valeurs traditionnelles. Et ce qu'elle voit, c'est qu'elle vit. Et parfois, c'est plutôt un choc. Oui, ça c'est un choc, c'est le véritable choc des générations. Voilà, et que peut-être que la génération d'après, qui a intégré ces évolutions, qui a vu ce qu'apportent les nouvelles possibilités, pourrait éventuellement mieux accepter la situation actuelle. Voilà, donc un choc des civilisations, non pas un choc des civilisations, mais un choc des générations en Chine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Horchou, je rappelle que vous êtes avocate chez Acléa. Jean-Charles Dehaye, de votre côté, je reprends mes fiches parce que votre titre est beaucoup trop compliqué pour dire comme ça. Vous travaillez à la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs, en charge du mieux vieillir et de la prévention de la dépendance. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Sinosphère. Merci à vous qui nous suivez donc, tous les 15 jours désormais. Et merci également au Musée Guimet qui nous accueille. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.